Dans le cadre de Paris City Live, qui existe depuis 6 ans, vous avez décidé depuis quelques années, depuis 3 ans, de remettre des prix, un palmarès particulier pour féliciter pour l'audace les différentes collectivités. C'est ça. Quels sont les critères, puisqu'il y a eu un jury qui s'est constitué pour ce prix? Quelle est l'audace? Quels sont les critères d'audace qui sont les vôtres? Vous savez, la Tribune aujourd'hui, c'est le journal économique le mieux implanté dans les régions en France, avec 13 bureaux régionaux. Donc nous voyons bien le quotidien des maires, leur action chaque jour dans leur ville. Et pour nous, on récompense souvent les entreprises à la Tribune. C'est notre rôle de promouvoir à la fois les grands groupes, les start-up, l'innovation, les PME. Mais il nous paraissait important dans un moment où la France a besoin de retrouver de la cohésion sociale, mais peut-être de mettre en lumière celles et ceux qui font un job extraordinaire, qui ne sont pas toujours mis en avant. Et moi, j'appelle ça justement ces maires qui sont les piliers de la République. Et il y a 3 ans, nous avons souhaité, j'étais allé voir Jean-Luc Moudenc, le président de France Urbaine, je lui ai dit, voilà, nous à la Tribune, on récompense beaucoup les entreprises. Cette fois-ci, on veut récompenser chaque année les maires les plus innovants, les plus audacieux, ceux qui font preuve justement de courage. Finalement, être maire d'une ville, président d'une métropole, c'est aujourd'hui diriger une grande entreprise. C'est prendre des risques, bien sûr des risques mesurés, mais c'est faire de ces métropoles, de ces territoires les plus innovants, les plus inclusifs. Donc voilà pourquoi, Sandra, on a lancé ça il y a 3 ans, et pour nous, c'est l'occasion de rappeler le rôle de nos élus. Quelquefois, peut-être la presse est injuste, ça ne remet pas en l'indépendance éditoriale de nos journalistes chaque jour, et les maires le savent bien ici qui sont installés au premier rang. Mais je pense que ce soir, comme chaque année, nous voulons mettre un coup de projecteur sur ces maires entrepreneurs. Et alors sur ces journalistes indépendants dont vous parlez, qui ont fait partie d'un jury, parce que c'est fait en partenariat entre la Tribune et France Urbaine, très bien. Mais alors ce jury, il est constitué de différents journalistes. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? J'imagine que, évidemment, dans chaque ville, dans chaque commune, il y a des projets audacieux, il y a une volonté d'innover, on voit bien l'évolution de la société, on voit bien l'évolution du monde et des enjeux. Tout le monde essaye d'aller de l'avant, de redonner de la vie au cœur de ville, tout le monde essaye de redynamiser son territoire. Quelles ont été vos méthodes pour arriver à travailler ensemble dans ce jury? C'est un exercice difficile puisque toute l'année, nos rédactions, nos 13 bureaux en région, bien sûr, identifient des projets qu'ils partagent ensuite avec la chaire de la Sorbonne. Et je salue le professeur Carlos Moreno qui est ici présent. Nous avons un partenariat très fort avec la chaire de la Sorbonne, ETI, qui est une chaire qui a été lancée justement sur le thème des territoires innovants, entreprises territoires innovants. Et c'est un travail à la fois qui mêle bien sûr l'université de la Sorbonne et puis nos rédactions. Donc c'est un gros travail de recensement. J'allais dire, on n'a pas la prétention de dire ce sont les meilleurs projets de France, mais clairement, Sandra, je peux dire qu'on fait un très très gros travail et je tiens à remercier tous nos journalistes et le professeur Carlos Moreno de mettre à contribution toute la Sorbonne pour ce palmarès Smart Cities. Merci Carlos. Bravo. Mais oui, applaudissons le jury, applaudissons votre travail, vous avez raison. On va revenir au palmarès très vite, mais il y a un prix particulier, singulier cette année. Alors, je vais appeler justement le président de France Urbaine, Jean-Luc Moudenc. Merci de se joindre à nous parce que ce palmarès existe grâce à la présence de France Urbaine. Merci Jean-Luc Moudenc. Je vais le chercher. Il doit y avoir Emmanuel Grégoire. Est-ce qu'Emmanuel est ici présent? Emmanuel, viens te joindre à nous. Nous avons fait, Sandra, ce matin l'ouverture avec Anne Hidalgo, puisque ce forum, je le rappelle, dure 2 jours. Nous avons démarré ce matin avec la maire de Paris. Nous terminerons demain après-midi. Le thème qui a été choisi, vous l'aurez compris, c'est le thème des mobilités, sujet qui a été un sujet d'actualité. Et on a souhaité, avec les entreprises, y apporter à la fois des réponses concrètes. Alors, chaque année, il y a une tradition avec France Urbaine, c'est que nous récompensons un homme ou une femme qui contribue justement à réconcilier les territoires. L'année dernière, c'était Yann Arthus Bertrand qui était ici présent. Et cette année, France Urbaine, Jean-Luc, vous avez fait un autre choix. Cette année, c'est Stéphane Bern. Stéphane Choix Bern qui audacieux. est au premier rang. Et alors pourquoi? Qui va nous rejoindre? Bravo Stéphane Bern. L'homme du patrimoine. J'en profite. Embrassons-nous. Et pendant ces bisous, Jean-Luc Moudenc, pourquoi Stéphane Bern? Je suis très touché. Alors, Homme de l'année. Pourquoi Stéphane Bern? Oui, pourquoi? Voilà. En 2 minutes.
Stéphane Bern s'est investi, tous les Français l'ont vu, dans cette affaire qui n'a pas été une mince affaire, il pourrait nous en parler, du loto du patrimoine. C'est-à-dire que le patrimoine, par définition, c'est une part de chacun de nous. Le patrimoine, bien sûr, c'est Paris, Notre-Dame, on a tous été touchés, mais c'est aussi des clochers, des fermes, des constructions qui sont dans notre quotidien, dans nos territoires. Et Stéphane a su faire passer ce message de la mobilisation des Français pour leur patrimoine partout. Et ce faisant, effectivement, nous qui sommes maires, qui sommes acteurs des territoires décentralisés, on s'est reconnus dans ce combat. Ça a été un rude combat. Il ferraillait encore il y a quelques semaines au Sénat pour obtenir que la taxation ne vienne pas en quelque sorte punir la générosité des Français. C'est un combat qu'il a remporté au Sénat, donc maintenant il faut qu'on l'aide à le remporter à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris le fonctionnement de la Constitution. Et donc pour tout ça, on a souhaité donner un coup de chapeau à Stéphane qui, bousculant les pouvoirs établis, s'est fait la voix des Français et de la passion française qui est celle du patrimoine. Merci Stéphane. Mais merci. Bravo. Stéphane, un prix dans le cadre de Smart City dans la défense du patrimoine. C'est un combat, ça aussi. Je suis très touché de recevoir ce prix ce soir, ici sous les ors de l'Hôtel de Ville, une maison que j'aime beaucoup. Merci Emmanuel. Merci Jean-Luc, monsieur le maire, chers amis, de me gratifier de cet honneur qui me touche beaucoup. Vous savez, depuis 2 ans et demi, maintenant, je mène ce combat. Enfin, je l'ai mené depuis que j'ai 15 ans, donc je n'ai pas attendu qu'on me nomme à la tête d'une mission patrimoine pour défendre le patrimoine. Simplement, un mot. En ce moment, on cherche à réconcilier les villes et les zones, la campagne, comme on dirait, les zones oubliées un peu. Je pense qu'il y a un facteur d'égalité entre les zones urbaines et les zones rurales. C'est le patrimoine. Il y a autant de patrimoine dans des villes aussi belles que Nice, Rueil-Malmaison, Nancy, Paris. Évidemment, je vais citer tous les maires qui sont présents, que je vois ici. Mais ces villes ont un patrimoine extraordinaire. Mais vous savez que la moitié du patrimoine national est dans des communes de moins de 2000 habitants. Et ce patrimoine, il est souvent oublié. Or, il faut être au plus près des territoires. Quand les gens ont le sentiment dans les villages que le patrimoine n'est pas en très bon état, ils ont le sentiment que l'État les a abandonnés. Ils ont un sentiment vraiment d'être les laissés pour compte, d'être abandonnés de tous. D'abord, ça commence par les services publics, et puis ensuite, eh bien, le patrimoine qui tombe en ruine. Donc, je suis là pour leur dire, attendez, on ne va pas lâcher, on va redistribuer en quelque sorte. Alors, le loto patrimoine n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est juste une idée que j'ai proposée au chef de l'État, qu'il a acceptée. J'ai plus de mal à me faire entendre de Bercy, mais j'espère y arriver. Je tords le bras de temps en temps du gouvernement, ça fait un peu mal, et puis finalement il me donne raison parce que c'est vrai que je m'énerve très facilement, je suis un garçon éruptif, j'ai pas l'air mais je le suis. Maintenant j'ai un autre combat, c'est l'abrogation des taxes étatiques sur le loto du patrimoine. Ce n'est pas un jeu d'argent comme un autre, c'est un jeu philanthropique. Après tout, on fait le travail de l'État, c'est à l'État d'entretenir le patrimoine. Et donc, vous savez, Victor Hugo le disait déjà dans Guerre aux démolisseurs, en 1835, quand le texte a été republié, il disait « Il y a 2 choses dans un édifice. Il y a son propriétaire, évidemment, que ce soit une collectivité territoriale ou un propriétaire privé, et puis il y a nous, citoyens. Nous sommes tous collectivement les dépositaires et les propriétaires de ce patrimoine parce que la beauté appartient à tout le monde. » Et j'en terminerai avec ça. Je crois que la beauté appartient à tout le monde. Et je crois que nous devons tous solidairement défendre ce patrimoine et nous réconcilier avec les communes de moins de 2000 habitants et les autres, toutes ces communes qui tirent le diable parce qu'une église, elle coûte le même prix à être restaurée dans une grande ville que dans un petit village, mais le petit village n'a pas forcément les moyens de l'entretenir. Donc on doit tous être solidaires de nos petites campagnes. En tout cas, merci pour ce prix. Je suis très honoré et surtout de recevoir d'un homme aussi éminent que Jean-Luc Moudin. Bravo. Merci. Voilà pour la beauté à entretenir. Vous allez juste devant. Vous voulez une photo du coup avec cet homme éminent qu'est Jean-Luc Moudin? Vas-y. Voilà. Voilà, Stéphane Bern
homme de l'année pour les territoires 2019. Merci Stéphane pour ton action. Merci encore. Bravo. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause dans la remise des prix. Avec, On va lancer la catégorie. On va lancer justement la première catégorie. On va récompenser. On a beaucoup parlé d'économie circulaire, vous aurez remarqué aujourd'hui dans tous les échanges. Et pour cela, j'appelle justement le parrain de ce prix de l'économie circulaire, Jean Ronin, le directeur général de Citeo. Applaudissez-le. Bonjour monsieur. Alors, Jean, peut-être, avant de dévoiler le lauréat, récompenser justement une ville et un territoire justement modèle, si on peut... Voilà, merci, c'est plus facile. Jean, je t'ai trouvé très attentif tout à l'heure dans les débats qu'il y avait entre les communes, l'enjeu de la réciprocité, la solidarité des territoires. C'est vrai que pendant le grand débat des Gilets jaunes, et puis il y a eu ensuite le grand tour du président de la République, on a senti que les maires ruraux, quelquefois, s'opposaient aux maires des métropoles. On a vu qu'un an après, la tribune, justement, a souhaité réunir président des petites maires, des maires des petites communes et à la fois le président des grandes métropoles. Quel est ton regard, justement, sur ce pacte républicain des territoires qui doit, en tous les cas, pouvoir fonctionner et qu'on n'oppose pas ruralité et métropole? Ouais, en fait, oui, c'est vrai que j'étais très attentif parce que je vous ai trouvé tous, honnêtement, très inspirants dans ce que vous avez dit, que ce soit en matière de transport, d'eau, donc j'étais passionné. Citeo, peut-être pour expliquer ce qu'on fait, c'est en fait nous exerçons la responsabilité élargie des producteurs. Donc tous les gens qui mettent sur le marché des produits qui ont des emballages ou des papiers portent la responsabilité de la fin de vie. Et donc pour ça, ils doivent payer des contributions à chaque fois qu'ils mettent un produit sur le marché. Et cet argent, qui fait à peu près 700 millions d'euros chaque année, sert donc à la collecte, au tri, au recyclage de tous ces emballages et ces papiers. Donc Citeo est une entreprise de l'économie circulaire. Et l'essence même de cette entreprise est fondée sur un partenariat avec les collectivités territoriales, puisque ce sont les collectivités territoriales qui ont la responsabilité de la collecte, du tri, et in fine du recyclage de ces produits-là. Et du coup, ce partenariat a été créé il y a plus de 25 ans. Il fonctionne, il permet aujourd'hui de recycler 70% des emballages et 60% des papiers en France. Voilà, c'est très bien. Et on sait que devant nous, nous avons des enjeux majeurs en matière d'économie circulaire, en matière d'environnement, qu'on a tous besoin d'accélérer vers, on va dire, pour faire la transition, vers un 100% ressources et donc un 0% déchets. Et je crois que le prix, c'est-à-dire je peux continuer là. Ah oui, je crois parce qu'en fait je crois savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe, je vais quand même vérifier. Mais pendant que vous regardez, que vous vérifiez, peut-être d'un mot, Jean-Christophe Tortora, par rapport, merci pour l'enveloppe, par rapport à tout ce que vous avez vu des différents projets qui vous ont été présentés, avant qu'on ne sache qui était le vainqueur, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette édition cette année sur les différents projets que vous avez vus, où vous voyez une accélération peut-être Ça a été dit tout à l'heure, on voit une accélération, c'est-à-dire face à cette urgence écologique. Je crois que la meilleure méthode, ça a été dit par de nombreux maires toute la journée, la meilleure façon d'agir, c'est d'accélérer. Et ça, vous le donc ressentez. nous, on l'a vu bien sûr dans la qualité dossier, je me tourne vers le professeur Moreno, mais globalement, il y a un saut qualitatif d'année en année, donc j'allais dire, les maires sont de plus en plus performants. Ok, Alors, donc the winner. the winner is. Le lauréat est la ville de Roubaix pour une initiative qui est une démarche zéro déchet. Et donc je suis ravi de vous remettre ce prix. Alexandre Garcin, Roubaix. Adjoint au maire. Bravo messieurs. Alors cette démarche zéro déchet, expliquez-nous un petit peu, outre le titre bien accrocheur, ce qu'il en est concrètement dans les faits. Alors zéro déchet, d'abord je voulais excuser le maire Guillaume Delbar, le maire de Roubaix, de ne pas avoir pu être là ce soir. Je pense qu'il aurait bien aimé être à ma place. Le zéro déchet, c'était vraiment un engagement qu'on a porté depuis 2014. C'était une ambition qu'on a voulu pour la ville de Roubaix. Alors qu'on n'a pas la compétence de la gestion des déchets, on a souhaité réduire drastiquement les déchets à l'échelle de la ville.
Et comme on n'a pas la compétence, on n'a pas cherché des solutions techniques, on a cherché à travailler avec les acteurs de la ville, c'est-à-dire les citoyens, les commerçants, les entreprises, les associations, l'administration, les écoles. Et cette démarche zéro déchet, finalement, on l'a portée de façon transversale avec tous les acteurs de la ville, en commençant par un défi des familles zéro déchet, dont on a été un peu le pionnier en France et qu'on partage aujourd'hui un peu partout, puisqu'on voit que beaucoup de villes françaises sont engagées dans la démarche également. Derrière cette démarche citoyenne, finalement, on a montré à Roubaix, ville qui a des indicateurs sociaux difficiles, qu'on pouvait faire rimer le zéro déchet avec augmentation du pouvoir d'achat. Et donc, c'est pas un truc de bobo. Le zéro déchet, c'est bien un projet qui est un vrai projet à la fois social, économique et environnemental. Voilà, donc on porte ça. Aujourd'hui, on a des familles qui ont fait jusqu'à 3 000 € d'économie par an en changeant leur mode de consommation. On les accompagne avec des ateliers, on les accompagne en leur faisant prendre conscience de leur production de déchets. Derrière, c'est un système économique qui se met en place pour trouver des solutions. C'est des associations, des écoles qui changent leurs habitudes. Et on voit derrière une fierté pour la ville. Et voilà, je suis très heureux de pouvoir le recevoir aujourd'hui, ce prix. On a une véritable fierté qui s'est engagée. C'est un retournement aussi d'image qui s'opère à travers ça pour la ville de Roubaix. Merci sous vos applaudissements. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merci. Alors Sandra, oui. Je disais, voilà, le temps. On fait la photo. On fait la photo. Je disais que finalement cette cérémonie du palmarès Martiti, c'était l'occasion de promouvoir les maires courageux, les maires qui font le quotidien de nos territoires. Il y a un ministre dans le gouvernement qui défend beaucoup les maires. Il dit souvent qu'ils sont les piliers de la République. C'est eux qui vont réconcilier justement le haut et le bas. J'appelle le ministre des collectivités locales, M. Sébastien Lecornu. Ce soir, Monsieur le Ministre, vous avez souhaité être présent quand vous avez su que la tribune organisait des prix pour récompenser les maires. Vous m'avez dit que finalement, c'est vrai que les journaux économiques récompensent souvent les entreprises, mais que peut-être justement mettent beaucoup plus en avant le travail quotidien des maires. Tout à l'heure, il y avait un débat avant que vous arriviez sur l'Alliance des territoires, les nouvelles solidarités. Merci d'être là avec nous pour ce palmarès. Vous souhaitiez en tous les cas partager un moment avec nous et quelques mots. Oui, merci beaucoup. Non, mais je vais être très très bref. Je viens de l'Assemblée nationale où le projet de loi engagement et proximité, justement, qui réhabilite un peu la place de la commune dans notre République, vient d'être voté à une large majorité, puisque pratiquement 380 députés ont voté pour. Donc ça va effectivement dans ce bon sens. Moi, je suis content qu'un journal économique prenne la peine d'aller justement remercier les maires, notamment les maires des grandes villes ou des villes moyennes. Je salue d'ailleurs les maires anciens ministres qui sont ici et les autres élus qui sont ici présents. Cher Jean-Luc Moudenc, en tant que président de France Urbaine, j'ai croisé Christophe Bouillon qui partait en tant que président des petites villes. On l'oublie trop souvent, mais enfin, qui dit collectivité territoriale dit commande publique, dit également compétences décentralisées. Historiquement, évidemment, la décentralisation a fait des grandes compétences écologiques, des compétences décentralisées, les déchets, l'eau, les mobilités, vous en avez beaucoup parlé ces 3 derniers jours, et donc bien souvent, il s'agissait de financer l'innovation. Et c'est rarement l'État d'ailleurs qui a financé l'innovation en ces domaines. Sur du régalien, c'est parfois vrai, encore qu'à Nice, on connaît quelques exceptions, puisque Christian a souhaité prendre le lead il y a quelques années maintenant sur ces sujets. Mais on le voit bien, sur d'autres sujets de développement, ce sont les communes ou les intercommunalités de taille moyenne ou de grande taille, et singulièrement chez Patrick, les métropoles, qui se sont lancées dans ce combat-là. Et donc, dans un climat dans lequel on a parfois beaucoup montré du doigt les grandes villes ou les grandes intercommunalités, on a tort de les opposer aux communes les plus petites, parce que bien souvent, l'innovation, elle est financée par les plus grands. Et d'ailleurs, il faut, mais trouver notre en même temps en la matière, parce que si on regarde bien après-guerre, on regarde Jean-François Gravier, 1948, Paris et le désert français, si on regarde Nice, si on regarde Nancy, si on regarde Toulouse, ce ne sont pas les villes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc maintenant, notre enjeu, pour les 20 ans qui viennent, c'est faire le dernier kilomètre, donc vers la France des préfectures, la France des sous-préfectures, et puis bien souvent les quartiers plus populaires qui entourent vos grandes villes, mesdames, messieurs les maires et adjoints aux maires, et sur lesquels on aura aussi besoin de cette innovation. Et donc c'est bien souvent ces grands centres urbains, et pas que Paris aujourd'hui, même si je remercie la mairie de Paris de son accueil d'ailleurs ce soir, qui peuvent le faire seuls.
Sébastien Lecornu, dans quelques mois des élections municipales, hein, n'est-ce pas, fin mars, Vous m'avez pas échappé, oui. on a dit qu'il y avait quand même une perte des vocations à devenir maire, à s'engager dans le débat municipal. Vous avez justement cette ambition de redonner en tous les cas à la fois de la valeur et à la fois tout le soutien de l'État derrière le rôle des maires de toutes nos communes françaises. Non, mais il y a une crise de l'engagement dans notre pays qui ne concerne pas que l'engagement politique. C'est plus dur de trouver des conseillers municipaux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Enfin, c'est plus dur aussi de trouver des sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est plus dur de trouver des bénévoles dans les associations aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est plus difficile de trouver des réservistes dans les armées aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc la question de la crise de l'engagement, elle traverse l'ensemble du corps social français. Elle n'est pas propre à l'engagement politique. Mais il est vrai que la démocratie locale, elle a un rôle complètement à part dans l'histoire de la République depuis la Révolution française et puis singulièrement depuis les lois de décentralisation. On ne peut pas d'un côté donner plus de compétences aux collectivités territoriales, et j'en suis un militant parce que je suis girondin et décentralisateur, et puis de l'autre côté ne pas veiller à ce que la démocratie locale soit foisonnante et qu'effectivement on ne soit pas en situation d'emmener nos concitoyens vers un engagement. Et donc c'est pour ça que ce projet de loi a été présenté à la suite du grand débat national et de l'échange que le président de la République a pu avoir avec les maires de France, parce qu'il s'agissait de réenchanter cet engagement-là. Alors est-ce que les mesures sont miracles ou miraculeuses, ou font miracle? La réponse est non. Mais il est clair que ce projet de loi fait système, et il vient rompre aussi avec 15 ans de mouvements législatifs, et la plus symbolique reste malheureusement la loi NOTRe, dans lequel on a parfois voulu créer des innovations territoriales qui n'étaient pas en adéquation avec notre culture française. Et donc là, il s'agit d'y revenir. Et donc, par rapport à ce que vous dites, Sébastien Lecornu, par rapport à ce que vous engagez désormais, en quoi vous avez l'impression que vous répondez aussi, mine de rien, même s'il y a cette crise de l'engagement global, en quoi vous répondez quand même dans cette crise de l'engagement des maires, puisqu'on Il y a deux combats. Il y a le combat culturel, Voilà. Ça n'a l'air de rien, mais le seul fait d'en parler déjà, on arrête de faire de l'élu bashing, C'est on arrête de symptomatique. montrer du doigt celles et ceux qui s'engagent, on arrête de considérer que si il y a des gens pour être candidats à des élections municipales, c'est que la place est bonne ou que le gâteau est bon à partager, parce que ça fait malheureusement aussi de nombreuses années qu'on entend ça et que certaines presses aussi relaient ce mouvement-là. Donc déjà réenchanter le fait que celles et ceux qui s'engagent, ils aident à faire nation, ça va dans le bon sens. Puis après, il s'agit de prendre des mesures pratiques. Bon, là, il ne faut pas dégoûter les élus locaux dans leur engagement. C'est les questions financières, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais enfin, ce sont des engagements que l'on prend par ailleurs. C'est la question de l'accompagnement des élus locaux au quotidien. Donc là, pour le coup, il s'agit de répondre à 3 mouvements, 3 sentiments. Le premier, c'est plus difficile qu'avant, c'est donc un choc de simplification. Un peu comme d'ailleurs Emmanuel Macron avait pu le faire avec la loi Macron en son temps. Ce n'est pas une mesure de simplif en tant que telle, mais une dizaine de mesures de simplification peuvent rendre la vie quotidienne des élus beaucoup plus facile. La deuxième des choses, c'est le sentiment de dépossession. Beaucoup de maires ou d'adjoints au maire veulent se faire engueuler pour ce qu'ils ont vraiment décidé, et pas pour ce qu'ils n'ont pas décidé. C'est clairement aussi la relation entre la commune et l'intercommunalité, où parfois de mauvaises pratiques locales a pu conduire à une image de l'intercommunalité qui était négative. Et puis le troisième sentiment, il est beaucoup plus grave, c'est le sentiment de protection, soit protection dans l'engagement, soit même protection physique. Et j'étais d'ailleurs dans le département de Jean-Luc Moudinque il y a maintenant quelques mois, où un des collègues de Jean-Luc Moudinque en Haute-Garonne a été victime d'une agression très très grave. Là, il faut savoir y répondre. Quand vous avez un maire qui arrive au tribunal correctionnel en tant que victime et qui n'a pas voulu prendre d'avocat parce qu'il ne veut pas présenter une facture d'avocat au conseil municipal, alors que son agresseur, lui, arrive au tribunal correctionnel avec un avocat, c'est que le monde marche à l'envers. Le projet de loi permet de répondre à ça et d'avoir une assurance juridique, par exemple, s'il fallait en citer un exemple, une assurance juridique de protection pour tous les maires et tous les adjoints maires de France. Sébastien Lecornu, une dernière question. On va rentrer dans une décennie certainement, à la fois avec les contraintes d'argent public. Vous connaissez bien ce sujet, c'est votre quotidien dans le dialogue avec les collectivités locales. Et à la fois, il y a des enjeux majeurs, notamment cette transition écologique où il faut accélérer. Selon vous, vous qui avez été maire de Vernon, et je sais combien ce mandat de maire, vous le connaissez bien, comment vous voyez justement la relation de confiance entre entreprises et maires, président de métropole, face aux nombreux défis, et quel est ce niveau de relation de confiance selon vous qui va avoir quel niveau de maturité pour la prochaine décennie? En fait, je pense que les choses se passeront bien si on se met d'accord sur les objectifs. Et notamment sur la transition écologique, sur le qui fait quoi. Et la loi de décentralisation qui va venir, elle est importante parce qu'elle doit être autant une loi de décentralisation qu'une loi de clarification. Ça, c'est très important. 2, sur les grands défis, allez, j'ose le dire, il y a plutôt de l'argent. Vous voyez, par exemple, sur l'eau potable. On a fait des assises de l'eau. La Banque des Territoires a débloqué 2 milliards d'euros de prêts bonifiés, d'aquaprêt, sur des durées particulièrement longues, 70 ans. Aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat, on a bien du mal
à faire en sorte que tous ces aquaprêts soient sollicités par les collectivités. Donc parfois, ce n'est pas qu'une affaire d'argent, c'est aussi une affaire où l'offre doit rencontrer la demande. Et donc la troisième chose, c'est parfois des mesures de simplification. La question ne sera pas que dans l'argent. Et typiquement, une mesure toute simple, dont je suis assez militant et content, on peut le dire, enfin, il ne faut jamais être content de soi en politique, mais là on peut l'être, le rehaussement du seuil de déclenchement des marchés publics à 40 000 euros. Ça n'a l'air de rien, mais n'importe quel adjoint au maire, secrétaire de mairie, sait très très bien que faire une mise en concurrence dans le cadre de procédures de marché public, c'est quelque chose de complexe. Et de prendre le seuil qui était aujourd'hui de 25 000 euros et l'emmener à 40 000 euros, c'est un premier pas en avant qui fait que plein de procédures vont sortir du champ de la commande publique traditionnelle pour aller dans le champ de la simple mise en concurrence. Ça, ce sont des mesures de simplification qui aideront autant le monde économique que le tissu des collectivités territoriales. Du bon sens. Sébastien Lecornu, un dernier mot. Vous avez vu qu'au premier rang, il y a un grand nombre de maires, de villes moyennes, de grandes métropoles. Si vous aviez, après ce congrès de maires qui s'est plutôt bien passé, un message à partager avec eux, puisqu'ils vont être récompensés ce soir pour leur audace en matière d'innovation. Non mais déjà, bravo pour ce que vous avez fait, parce qu'on ne vous dit pas souvent merci, donc je pense qu'il faut le dire, parce qu'après tout, cette innovation, vous n'y étiez pas obligé, vous auriez pu rester dans le cadre de vos compétences telles que la loi vous les donne, et ne pas aller beaucoup plus loin que ces compétences, vous avez fait ce chemin-là. Et puis deux, parce que moi je veux être cohérent et tenir cet équilibre, si après le grand débat, j'ai été attentif à porter une loi qui était très équilibrée pour les communes rurales et l'intercommunalité en milieu rural, la loi de décentralisation devra comporter un titre sur les grandes intercommunalités, sur les communautés urbaines, sur les métropoles. Il faudra aussi se pencher sur la question du devenir des grandes villes pour demain, parce que je pense que l'un va avec l'autre. C'est comme dire les grandes villes vont bien, donc il faudrait retarder les grandes villes pour que les communes rurales aillent mieux. Ça n'a absolument aucun sens. C'est comme s'il fallait supprimer l'industrie pour que l'agriculture se porte mieux. C'est un raisonnement parfois complètement chadokien. Et donc là, on a eu ce temps pour les communes rurales et pour les petites et moyennes intercommunalités. Maintenant, il faut qu'on ait aussi un temps de réflexion pour voir comment les élus, les exécutifs des grandes villes et des grandes métropoles, les actuels et puis les futurs après le renouvellement municipal, comment ils se projettent justement dans cette relation avec l'État. Là aussi, il faut faire ça calmement, avec beaucoup de sang-froid et de méthode. Merci, Monsieur le Ministre. Merci de à vos mots vous. pour les piliers de la République. Merci à vous. Bravo, Félix. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Et si nous poursuivions cette remise de prix, parce que aussi c'est l'enjeu, la remise de prix, désormais deuxième prix, vous voulez le remettre, c'est le prix du logement. Est-ce qu'il y a eu des choses intéressantes, Jean-Christophe Tortora, par rapport à tout ce qui vous a été présenté? Vous avez raison, Sandra, le logement, c'est une des préoccupations. C'est aujourd'hui, finalement, si vous regardez dans votre pouvoir d'achat dans les familles, chez les ménages, c'est leur sujet de préoccupation. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y a eu des engagements qui ont été pris par le gouvernement, produire toujours plus. Mais justement, on va pouvoir accueillir, elle va nous dire s'il y a ralentissement ou accélération. On va accueillir la présidente de la Fédération des promoteurs, Madame Alexandra François-Cuxac. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. On accélère ou on ralentit? Tout à l'heure, vous avez dit on a le sentiment qu'il y a un petit peu, c'est normal, les élections municipales gèlent un petit peu les décisions. Vous avez le sentiment qu'il y a... J'ai envie de lancer une petite alerte quand même, puisque vous m'en donnez l'occasion. On a beaucoup construit dans ce pays ces dernières années face aux besoins des ménages, de se loger, la croissance démographique, la décohabitation, tous ces sujets qu'on connaît. Et on a beaucoup construit et les élus locaux ont énormément construit. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que élections municipales obligent, les habitants sont souvent gênés, perturbés dans leur quotidien par les travaux. Est-ce qu'on l'explique suffisamment bien? Est-ce qu'on n'a pas intérêt peut-être à projeter encore un peu mieux, un peu plus la vision que le maire a de sa ville et le projet futur de l'habitant dans cette ville? En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de recours. Il y a 35 000 logements qui sont attaqués dans ce pays, qui sont bloqués. Et puis, cette période d'élections municipales, on l'a clairement vu, a traditionnellement réduit le nombre d'autorisations. Les maires essayent de marquer une pause un petit peu pendant cette période-là. Et on attend la constitution de nouvelles équipes municipales. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que je veux lancer une alerte, c'est que traditionnellement, je vous l'ai dit, on a une baisse de 25-30% des autorisations de construire avant l'élection municipale. On est déjà à moins 45% à fin septembre, alors que l'élection aura lieu en mars. Si je me projette en nombre de logements, c'est pratiquement 50 000 logements que nous allons perdre en construction sur l'année 2019-2020, ce qui est absolument considérable, ce qui est
va avoir un impact très mauvais sur l'économie locale, sur l'économie nationale également. C'est une politique de stop and go qu'il faut à tout prix éviter. Alors je comprends quand on a beaucoup construit, et je rends hommage aux maires bâtisseurs, et que ce soit Jean-Luc Moudin ou Christian Estrosi sont des maires bâtisseurs, Monsieur Génard aussi, Patrick Moulier aussi, je le vois ici. Vous êtes des maires bâtisseurs et donc vous avez beaucoup essuyé, de difficultés. Quand on arrive dans vos bureaux, on voit plutôt, ou dans ceux de vos adjoints, beaucoup de contentieux d'urbanisme, et pas tellement de lettres de félicitations et de remerciements, on le sait. Pour autant, la vision que vous portez, elle est fondamentale. Il faudrait vraiment infuser ça partout dans les autres métropoles, parce que tout le monde n'est pas comme vous et beaucoup de logements aujourd'hui vont manquer. Merci Alexandra. De toute manière, de m'avoir donné l'occasion. J'ai vu Sébastien Lecornu envoyer un petit texto à Julien de Normandie en disant « accélère ». Ouais. Voilà. Bon, ça, va c'est accélérer, Julien. Alors, le maire bâtisseur mais- qui est le lauréat de ce prix, vous en avez nommé quelques-uns, mais celui qui va recevoir le prix là ce soir. Alors, le prix est remis à la ville de Nancy pour son initiative Nancy Grand Cœur, un très joli projet d'éco-quartier qui réconcilie plusieurs dimensions, la dimension habitat, la dimension service, la dimension commerce et la dimension transport. Bienvenue Laurent à Hénard. Laurent Hénard, maire de Nancy. Alors Laurent Hénard, vous avez eu l'occasion de parler beaucoup à cette assistance déjà, mais peut-être parlez-nous, pour ceux qui viennent juste pour vous voir recevoir le prix, parlez-nous un petit peu plus de cet écoquartier. Alors en fait, c'est un enjeu qu'on connaît dans toute la métropole, hein. C'est évidemment l'évolution des quartiers autour des gares, avec une particularité à Nancy, qui était qu'on avait à la fois des friches ferroviaires et en même temps une importante maison d'arrêt, qui d'ailleurs avait une charge historique qui était sensible dans l'Est de la France, puisque c'était une maison d'arrêt où pendant la guerre étaient regroupés des détenus avant déportation. Donc il y avait en plus un travail de mémoire à faire, et on s'est fixé 3 objectifs très simples. Le premier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans le débat, c'est de se dire que ce terrain était entièrement imperméabilisé, couvert de ciment, d'asphalte, de béton, et donc on s'est fixé un objectif, déjà un ratio, 25% remis en pleine terre, et donc la plantation à peu près de 1000 à 1200 arbres, avec une volonté de faire revenir aussi l'eau dans la ville, parce que historiquement, c'était un étang à l'époque du Moyen-Âge et de la ville fortifiée. Donc on reprend des mailles plantées avec des bassins d'eau, et donc des lieux de promenade. Deuxième objectif, adoucir les mobilités autour de la gare. Donc bien sûr une priorité au transport en commun, arrêter les 2 fois 2 voies, parce qu'on avait des boulevards construits à la place des anciennes fortifications qui permettaient d'arriver en voiture quasiment dans le hall de la gare. Bien sûr avoir des parkings qui hiérarchisent les choses, développer l'intermodalité, transfert sur vélo, transfert sur autopartage et transfert aussi bien sûr sur transport en commun. Puis le troisième objectif, c'est réussir un mixte, bien sûr avoir des locaux d'affaires. On a beaucoup d'entreprises qui ont installé là des sièges ou des directions régionales, interrégionales. J'ai vu EDF présent, la direction pour l'Est de la France s'est installée là, BPI France. Bon. Mais on a voulu aussi qu'il y ait des habitants. Donc on a fixé un objectif de 1200 logements, dont 25% en logement social. Et on a travaillé ensuite avec les investisseurs privés sur le chemin de propriété des habitants, puisqu'évidemment c'est un quartier très demandé. Et donc on a réussi à réserver plusieurs centaines de logements pour des opérations à prix au mètre carré très modéré et qui permettent d'accueillir de jeunes familles. Voilà. Donc une certaine diversité. On était labellisé écoquartier justement sur le sujet des mobilités dans le cadre du premier appel à projet Borloo en 2009. Et notre labellisation a été étendue, notamment du fait de l'aménagement et de la végétalisation, dans un deuxième appel à projet d'écoquartier en 2014. Voilà, donc le quartier est à mi-chemin aujourd'hui, si je puis dire. Voilà, la ZAC a vu la moitié des terrains disponibles construits et on prévoit un achèvement autour de 2025, en même temps qu'on aura remplacé le tram, qui sera bien sûr une pièce maîtresse, le nouveau tram, de la finition de ce quartier. Merci Laurent Hénard, félicitations. Oui, la petite bravo photo à pour vous. immortaliser Ce grand prix du moment, logement. petite photo pour grand moment. Je vous en Voilà, prie. prix du logement, donc avec la présidente de l'AFPI. Nous allons passer ensuite, Sandra, à cette catégorie du numérique, qui est une catégorie prisée, qui avait été remportée
l'année dernière par la métropole de Lyon. C'était David Kilfeld qui était venu ici récupérer ce prix. Et c'est un prix qui doit beaucoup bouger en fait chaque année parce que le numérique en soi façonne tellement la société et a une telle imprégnation qui s'accélère de plus en plus vite que cette année, est-ce que vous avez eu des surprises? Non, mais c'est vrai que les villes concourent beaucoup dans cette catégorie numérique parce que c'est un marqueur du marketing territorial pour les territoires. Quand on voilà le numérique, il y a cette perception justement qu'on est une ville justement qui vit voilà avec l'évolution des technologies. Bon, maintenant la technologie pour la technologie, nous le savons bien, la Smart City, ça n'aboutit pas à grand chose, mais on voit bien que quand même aujourd'hui le numérique, quand il est bien orienté, il peut vraiment améliorer le quotidien des concitoyens dans les territoires. Alors pour cela, nous allons appeler le parrain de ce prix, qui est le directeur général de SNCF Gare et Connexion et qui est donc Claude Solar. Claude Solar. Et s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Claude Solar, j'allais dire que le prix du numérique, si c'était ce soir une remise pour les entreprises, Gare et Connexion pourrait remporter ce prix numérique. Parce que quand on voit la transformation qui a été opérée dans les gares, attendre dans les gares avant c'était une punition. Et je trouve, il faut dire les choses, aujourd'hui attendre dans une gare, surtout les nouvelles gares qui ont été livrées, c'est un moment de plaisir. Oui, merci de ce commentaire. C'est peut-être ce que je voulais souligner avec ce qui a été fait. On n'a pas encore dit le nom du rôle du lauréat, pas encore complètement. Non, vous voulez parler des gares d'abord. Donc nous verrons que en fait le numérique n'a un seul sens, c'est si en définitive on facilite la vie des gens. Et on verra bien que tous les projets, y compris celui qui va être dévoilé on va le dire tout de suite, tout à l'heure, c'est exactement ça, faciliter la vie des gens. Facilitons tout de suite. Alors Claude Solar, la ville qui récompense, donc la ville récompensée pour ce prix numérique 2019 avec France Urbaine. Donc le prix numérique est délivré à la métropole de Dijon pour l'initiative On Dijon. Et c'est Denis Hameau. On va applaudir. Alors, Denis Hameau, j'ai eu François Rebsamen cet après-midi, il m'a dit, j'y suis pour rien, c'est Denis qui a fait tout le boulot de la Smart City à Dijon, et c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent quand on parle de Smart City, j'ai dit, on vient souvent soit à Nice, soit à Dijon maintenant. Écoutez, c'est un plaisir, un honneur d'être là ce soir. L'année dernière, nous étions à Barcelone en finale du City Award, et donc nous concourions contre Londres, Singapour, Melbourne, Santiago du Chili pour dire les plus importantes villes, et Dijon était à l'honneur. Nous avons été battus par Singapour et moi j'ai fait comme ça parce que je considérais qu'être là déjà c'était fantastique. Ensuite, lors du Salon des maires cette année, nous avons eu le Grand Prix des maires, donc c'est une deuxième récompense extraordinaire et une belle reconnaissance. Et là, être avec vous ce soir, c'est encore mieux. C'est super. Je ne sais pas si c'est mieux, c'est super. Non, mais on sent c'est émouvant. Et donc j'ai une pensée d'abord pour François qui ne peut pas être là et qui s'excuse. Et donc je suis heureux de le représenter. J'essaie de faire ça dignement. Je pense aussi au personnel qui a énormément travaillé sur ce projet, puisque c'est 4 ans de travail. On a démarré l'aventure il y a 4 ans. Et puis j'associe aussi nos partenaires, puisque nous avons d'abord eu une vision de notre territoire. Dijon, ça n'est pas Toulouse, ça n'est pas Paris, ce n'est pas Nice, ce n'est pas Lyon. Nous avons des forces avec tout ce qui est l'agroalimentaire, tout ce qui est la santé, un certain nombre de forces, comme d'autres territoires. Et en réfléchissant à notre territoire, nous sommes aperçus qu'en fait nous avions des silos sur ce territoire et que c'est largement partagé dans toutes les villes. Sur la ville de Dijon, nous avions 6 silos qui pilotaient la mobilité, qui pilotaient l'éclairage public, la sécurité, la police municipale. Et en fait, on s'est dit, ces silos-là, il faut arriver à les rendre transversaux. Ça a été le début. Voilà. Je veux bien qu'on lance le petit film sur Dijon. Et son désilotage.
Voilà, sous vos Applaudir applaudissements, le projet Dijon. On-Dijon. Alors, très rapidement, cette année-là, on avait perdu contre Paris, depuis c'est réparé. Donc ça fera plaisir à François. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on a d'autres étapes. Donc on a aujourd'hui intégré en transversalité l'ensemble des postes de pilotage. On est dans le temps réel. On a récupéré, puisqu'on a lancé un data challenge sur les mobilités, on a commencé à travailler sur les questions de data et de lien avec le développement et l'attractivité du territoire, puisque nous avons lancé trois travaux qui sont en cours. Un sur les data en lien avec le commerce, comment la mobilité et les data peuvent aider le commerce, comment les data de mobilité peuvent aider l'expérience touristique, puisque nous sommes aussi une destination touristique, et enfin comment les data peuvent nous aider, nous tous, à avoir un coach mobilité qui, en fonction de qui nous sommes, ce que nous avons envie de faire, par exemple du sport ou du mieux pour la planète, avoir les bons déplacements, les plus faciles, les plus vertueux. Voilà, merci. Merci à la vous. petite photo. Félicitations. Bravo avec Claude Solar et Gare Bravo. Connexion. Merci à vous. Alors Jean-Christophe, on va passer au prochain prix, qui est le prix Énergie. Le prix Énergie, il y a quelques jours, j'ai eu un petit mot gentil d'Alain Juppé, parce qu'Alain Juppé m'a dit, le dernier prix que j'ai eu dans ma carrière de maire et de président de métropole, il était venu ici, et il avait eu le prix Transition énergétique l'année dernière. C'est vrai que pour celles et ceux qui étaient présents, c'est vrai que Bordeaux quand même engage beaucoup de sujets sur l'enjeu d'un territoire bilan zéro carbone 2050, et c'est vrai qu'avec WWF, par un travail très sérieux, le travail qui avait été fait faisait de Bordeaux, en tous les cas, le territoire plus avancé. Il y a quelques jours, la semaine dernière, à l'occasion du Congrès des maires, un sondage, La Tribune, avec Elab et Veolia, montrait que 85% des Français mettent l'environnement comme la priorité de ces prochaines municipales. Donc pour ce prix énergie... D'ailleurs, vous ne dites plus transition énergétique, puisque maintenant il n'est plus question de transition, maintenant il faut y aller directement. Tout le monde veut que ça agisse très vite. On est sur le prix énergie, direct on y est. Et alors qu'est-ce qui va remettre ce prix? Énergie, pas mieux que Jean-Pierre Frémont pour le groupe EDF. Voilà, merci de nous rejoindre. Bonsoir monsieur, très bien. Merci. Je disais Jean-Pierre, parce que c'était vous qui avez remis le prix Alain Juppé l'année dernière. Il a dit que ça sera son dernier prix. Voilà, c'était le dernier prix. Donc voilà, c'est un prix disputé. Il y avait beaucoup de territoires, beaucoup de dossiers dans le cadre de ce palmarès avec France Urbaine. Et c'était beaucoup d'émotions à titre personnel, parce que j'ai dit à Alain Juppé l'année dernière que, l'ayant connu et pratiqué dans une vie antérieure, je n'aurais jamais imaginé dans ma vie lui remettre un prix. Voilà. Mais c'est chose faite. Voilà. Jean-Pierre, on a eu beaucoup de témoignages ici de maires, de responsables de collectivités locales qui ont dit il y a urgence pour faire dès maintenant pour les 10 prochaines années. Vous, comment EDF, vous allez accompagner cette accélération? On va attaquer une prochaine décennie, il y a des enjeux, des objectifs à horizon 2030. Vous, comment vous pouvez le faire, un grand groupe comme EDF, à l'échelle de tous les territoires? Je dirais, pour paraphraser Stéphane Bern tout à l'heure, qui expliquait que la beauté appartenait à tout le monde. Je dirais que la défense de la planète, la lutte contre le réchauffement climatique appartient à tout le monde, et en particulier au territoire. Si l'on considère que dans notre pays, 70% de la production de CO2 est générée par les transports et le logement, on se retrouve au cœur des politiques des collectivités locales. Et c'est un enjeu intéressant parce qu'il ne s'adresse pas exclusivement aux grandes métropoles. Et celles-ci ont déjà engagé depuis la loi MAPTAM des évolutions considérables. Elles ont bâti des plans, des stratégies avec une vision long terme. Et j'en parlais tout à l'heure avec Christophe Bouillon, chacun des territoires est concerné, y compris dans le monde rural, où on sait que les enjeux agricoles attachés aux enjeux énergétiques est un sujet très structurant pour la décarbonation. Donc je dirais que là, effectivement, on rentre dans une phase active. On n'est plus dans la transition énergétique, on est dans la prise en charge par les territoires d'enjeux qui, il y a encore quelques années, appartenaient aux spécialistes, aux experts, aux diplomates, aux seuls États. Aujourd'hui, les collectivités locales se sont emparées de ces sujets, et pas simplement évidemment en France, dans le monde entier on l'observe. Donc ça impacte
l'ensemble des politiques publiques qui sont menées, et on l'a vu l'exemple de dessilotage structuré par l'agglomération de Dijon qui nous a été présenté, ça crée des éléments de transformation extrêmement dynamiques. Et aujourd'hui, chacun des élus, évidemment, se sent responsable et comptable de ce qu'il doit rendre à la population en matière de politique publique qui vise à décarboner leur propre territoire. Alors Jean-Pierre, on va découvrir avec Sandra ce prix énergie. Qui est quand même un prix donc crucial. Ça a marqué Alain Juppé. Qui est-ce que ça va marquer cette année? Ça va marquer un territoire qui a des enjeux lourds en matière de développement économique et de transition énergétique. Je cite la métropole de Toulouse pour l'initiative centrale photovoltaïque urbaine sur l'ancien site d'AZF. Bienvenue à Jean-Luc Moudin. Monsieur Moudin, s'il vous plaît. Alors, Sandra, je le précise parce qu'on a lancé ce palmarès il y a maintenant 3 ans et Toulouse n'avait jamais été en situation de gagner un prix, comme quoi le président de France Urbaine n'était pas en meilleure position. Mais cette année, je regarde le professeur Carlos Moreno avec la chaire de la Sorbonne. Je crois que ce prix-là a fait l'unanimité, à la fois bien sûr une dimension symbolique forte, c'est-à-dire on parle de la reconversion du site d'AZF. Quand on connaît justement la valeur du foncier, puis où se situait AZF, je veux dire, au cœur de la ville, vous avez fait un choix, vous allez nous en dire quelques mots. Oui, effectivement. Problème d'énergie. Voilà. De communication. Bon, effectivement, en septembre 2001, le 21 septembre 2001 très précisément, on a connu une terrible catastrophe industrielle, puisque le site historique de la chimie à Toulouse, AZF, a été victime d'une explosion. Il y a eu pas moins de 31 morts, plusieurs milliers de blessés, la ville très largement dévastée, sur un périmètre considérable, 220 hectares. Et depuis 18 ans, on s'attache à reconvertir ce site qui est vraiment dans la ville, qui n'est pas dans une commune périphérique, qui est dans la ville-centre. Et le projet essentiel, c'est un projet axé sur la cancérologie, l'oncopole, voulu par Philippe Douste-Blazy, à l'heure qui est quelques 5000 emplois ont été créés dans ce domaine-là. Et puis, sur une partie du site, il y a tout un endroit qui est occupé par des terrains pollués qu'on ne peut pas reconvertir. Et donc, on a eu l'idée de faire cette centrale photovoltaïque sur pas moins de 26 hectares. Ça a été le parcours du combattant pour monter le dossier, sur le plan technique, administratif, les autorisations auprès de l'État, remontant à Paris. Bref, un petit peu ce qu'on dénonçait tout à l'heure les uns et les autres, le fait que trop souvent l'État, sur les projets, ne nous donne pas les clés du camion et au contraire multiplie les obstacles qui parfois peuvent décourager. Et donc on y est arrivé. Cette centrale est quasiment achevée. Dans quelques semaines, on l'inaugurera. Et elle va représenter, dans cette mandature municipale qui s'achève, 2014-2020, le plus gros projet de centrale solaire dans une grande ville, avec un ensemble assez considérable. Qu'est-ce que ça va produire, Jean-Luc Moudin? La question symbolique, comme disait Oui. Jean-Christophe Tortora, est forte, en effet. Qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce que ça va vous apporter, cette Ça va produire centrale-là? évidemment de l'énergie alternative, mais ce que je veux souligner, c'est que cette centrale solaire, en réalité, c'est un élément d'un puzzle beaucoup plus large, puisque dès le début du mandat, on a mis en place des projets pour produire de l'énergie alternative. On a évidemment joué sur le photovoltaïque. Reconnaissons que Toulouse, en matière de photovoltaïque, n'avait jusqu'ici pas fait grand-chose. Donc il y a au total 5 sites qui ont été équipés. De loin, c'est le plus important. On a également créé une deuxième centrale hydroélectrique sur la Garonne. On a également développé notre réseau de chaleur où on réutilise l'énergie produite par la combustion des déchets en réinjectant cette énergie dans le système de chauffage, à tel point que là aussi, ça a été le plus gros projet de développement de réseau de chaleur en France au cours de cette mandature. Également une usine de méthane, et tout cela étant mis bout à bout, eh bien on a quasiment doublé la production d'énergie verte
par rapport à la situation de 2014, c'est-à-dire que nous avons fait en un mandat ce que toutes les municipalités toulousaines avaient fait en un siècle. Au début du mandat, l'énergie produite par justement toutes ces techniques alternatives, ça représentait les besoins énergétiques de grosso modo 190 000 foyers. Aujourd'hui, on est grosso modo à 372 000 foyers, et donc je suis content que, alors que nous parlons beaucoup de transition énergétique, on s'y soit pris dès 2014, parce qu'évidemment ces projets, ça met du temps, et celui-là, c'est le plus symbolique, eu égard à ce qui s'est passé à cet endroit-là. Prix énergie, la ville de Toulouse. Bravo, félicitations. Une petite photo. Avancez-vous si vous voulez bien, merci beaucoup. Vous ne voulez pas? Hop, si. Voilà Sandra, Toulouse qui est récompensée. Par ce prix énergie. Nous Alors, allons accélérer justement, puisque nous allons passer à la catégorie mobilité, Sandra. Eh bien oui, et donc pour remettre ce prix, Alors, qui est-ce qu'on appelle, Jean-Christophe Tortora? Ça va être Alexandra François-Cuxac qui va le remettre, puisque Bruno Cavagni, qui est avec nous, m'a demandé justement, il devait nous quitter, que ce soit Alexandra. C'est la nouvelle alliance entre les travaux publics et les promoteurs. Et le logement, voilà. On attendait là aussi de la symbolique. Alors, Alexandra, on va gagner du temps. On va dévoiler le lauréat, justement, dans la catégorie mobilité. Il y avait beaucoup de projets, vous imaginez, et on récompense. Juste vous dire quand même que la mobilité pour les promoteurs, c'est très important. Parce que si les maires développent leur projet de mobilité, ça veut dire que les promoteurs vont construire moins de parkings. Et construire moins de parkings, c'est produire des logements moins chers, moins coûteux, moins longs à bâtir. Et surtout des sous-sols qu'on ne sait pas comment finalement redistribuer ou réaménager plus tard. Donc voilà, mesdames et messieurs les élus, usez et réabusez de la mobilité, s'il vous plaît, dans vos villes. Alors, la ville, l'agglomération qui est primée aujourd'hui, c'est l'agglomération d'Annemasse, pour l'initiative Annemasse Agglo, qui révolutionne la mobilité sur son territoire. Voilà, Alain Le Tessier, bienvenue. Félicitations. Alors, qu'avez-vous mis en place au niveau de l'agglomération? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se concentre sur la mobilité. Moi, donc, si vous recevez le prix, c'est que forcément, il y a eu quelque chose en plus. Je me sens un peu tout petit, effectivement, ici ce soir, puisque je me retrouve autour de grandes agglomérations. L'agglomération d'Annemasse, c'est 95 000 habitants. Le seul petit souci qu'on a, entre guillemets, c'est qu'on touche Genève. Et c'est toute la difficulté de la mobilité, de faire coïncider les déplacements des frontaliers entre Genève et Annemasse et tout le nord de la Haute-Savoie. Donc je voulais remercier effectivement la tribune de ce prix au nom du président d'Annemasse Agglo et puis du pôle métropolitain, puisque le pôle métropolitain du Grand Genève aussi a participé à l'ensemble de ces travaux. Donc le 15 décembre, eh bien, on met en place un RER transfrontalier. D'ailleurs, tout à l'heure, j'écoutais effectivement les collègues de Toulouse qui attendaient leur TGV depuis quelques années. Nous, le RER transfrontalier, on l'attend depuis 1912 de mémoire. Donc, vous voyez, vous avez encore peut-être un peu de temps, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est pas rassurant. Voilà. On y arrive toujours avec la pugnacité, et il n'y a aucune raison. Donc on a aussi... c'est le 15, hein, c'est le 15 décembre. C'est le 15 décembre qu'il est mis en place. On a aussi la prolongation du tram qui vient de Genève aussi, qui va être mis en place. On a aussi, il n'y a pas que la gare de Rennes qui est toute neuve, mais il y a aussi la gare d'Annemasse qui est aussi toute neuve. Bien sûr, elle est beaucoup plus petite. Mais autour, il y a un pôle d'échange de mobilité, avec une maison de la mobilité, de l'Office du tourisme à l'intérieur. Il y a une nouvelle billettique. Il y a des consignes vélo. Enfin, il y a tout ce qui concerne la mobilité, qui est mise en place ce 15 décembre à Annemasse. Et vous êtes bien sûr invités. Le 14 et le 15, ce sera la grande fête sur Annemasse Agglomération. Et voilà, France Urbaine, la Tribune et la chaire de la Sorbonne voulez vous récompenser pour votre initiative 2019. Félicitations à vous. Une photo, René Hissan. Et puisque vous voulez qu'on accélère, c'est pas que sur la mobilité qu'on accélère, on continue plus vite encore. Jean-Christophe Tortora, le prochain prix, quel est-il? C'est une initiative, c'est quoi? Alors, c'est un prix également. C'est vrai que le terme, moi j'aime pas trop le terme de ville moyenne, mais c'est comme ça qu'il est aujourd'hui appelé. C'est pas hasard si on a comme parrain Enedis, parce que tout à l'heure, Christian Buchel qui était là, Enedis, leur vocation c'est d'être partout.
Et je tiens encore à remercier vraiment pour l'action qui est menée, notamment dans ces moments de tempérie. Et j'appelle Christian Buchel pour la remise du Grand Prix de l'initiative Ville Moyenne. Je disais, Christian, c'est pas un hasard si le groupe Enedis justement veut récompenser les villes moyennes parce que, bien entendu, les métropoles, elles ont des atouts. On a parlé tout à l'heure de la logique de réciprocité entre ruralité, périphérie, métropole. Mais il y a un enjeu important aujourd'hui qui est porté par le gouvernement. Il y a aussi l'action de la Banque des territoires avec Cœur de Ville. C'est vraiment aider nos villes moyennes à se développer. Oui, je crois que dans le domaine des infrastructures, c'est vrai dans l'énergie électrique, mais c'est vrai, on vient de parler de la mobilité. La connexion entre l'urbain et le rural est tout juste vitale pour emmener les citoyennes et les citoyens dans l'aventure et rester soudés. Donc nous sommes très heureux à Enedis d'être partenaire de cet bel événement qui souligne l'engagement des maires. Et vous venez de le dire, l'engagement des maires, on l'a vécu pendant les tempêtes de neige, on l'a vécu dans le Var ce week-end. Une entreprise comme la nôtre, un service public, ne peut rien faire si les maires ne sont pas à nos côtés. Donc je veux remercier, je l'ai dit avant la table ronde, mais pour l'engagement des maires aux côtés d'une entreprise publique comme la nôtre. Très heureux de remettre un prix, je ne sais pas. Alors oui, Christian Buchel, on va l'ouvrir. Qui est-ce que vous voulez que je vous aide? Non, ça va. Non, ça va aller. Ça va aller. Donc, alors chez qui est-ce Enedis, que vous en voulez général, remercier vous êtes tout généreux. particulièrement? Alors après Nancy, après Dijon, après Toulouse, donc c'est la ville Annemasse. après qui j'ai oublié. Annemasse, qui vient d'être soulignée. Donc c'est la ville de Tours pour l'initiative des jardins perchés. Bravo à la ville de Tours. Et Christian, il y a un ex-aequo. Il y a un ex-aequo. Mais qui est-il, le suspense? Bah oui, donc ça a été ajouté, la ville, ça c'est très émouvant aussi, la ville de Romans-sur-Isère pour l'initiative Digital Academy. Voilà, Alexandra Choc-Petito, adjoint au logement. Thomas Servien, bonsoir. Pardon, je disais très émouvant parce que je parlais de la crise de la neige, vous étiez au cœur. Voilà, donc je le dis, merci à vous. la maire devait être avec nous ce soir, mais vous comprendrez bien qu'elle s'est fait excuser, mais elle nous a envoyé justement un représentant. Oui, tout à fait. Je tiens à excuser Madame le maire, Marie-Hélène Toraval, qui ne peut pas être là ce soir. On a effectivement connu des fortes intempéries sur la Drôme et elle est à pied d'œuvre pour établir la situation. Voilà. Donc là, vous recevez un prix pour la Digital Academy. Vous pouvez nous en dire un mot brièvement? Oui, exactement. Alors, la Digital Academy, c'est un projet qui vise à lutter contre le décrochage post-bac. C'est-à-dire qu'on est une ville moyenne de 35 000 habitants, éloignée des centres universitaires, et on a un nombre important de jeunes bacheliers, donc qui passent le bac dans nos lycées, et qui ne se rendent pas justement dans ces centres universitaires pour poursuivre leurs études, faute de moyens économiques, questions de mobilité, questions culturelles ou sociales. Et donc l'idée est de dire, si l'université ne vient pas à toi, si tu ne vas pas à l'université, l'université vient à toi. Et donc, on a mis en place un campus connecté dans un bâtiment qui a été acheté, rénové, équipé. Et dans ce campus connecté, les jeunes peuvent suivre plus de 3000 formations, donc grâce à l'outil numérique, l'enseignement à distance, et ils peuvent ainsi bénéficier d'études supérieures à Romans-sur-Isère. Voilà. Je disais, voilà Sandra, vous comprenez pourquoi il y a des beaux projets, celui-ci en est un très beau qui a retenu l'attention du jury. Absolument. Juste peut-être un dernier petit point sur le projet. L'innovation vient aussi dans son process, parce qu'on a travaillé sur des partenariats publics-privés très forts, puisque la ville de Romans a fortement investi, la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi. On a travaillé en collaboration avec une fondation nationale, une association locale et une dizaine d'entreprises mécènes, donc des entreprises locales, qui ont également soutenu le projet. Voilà. Donc vous êtes donné tous les moyens, c'était vous qui étiez à l'initiative de ce magnifique projet. Ouais. Alexandra. Et puis tout autre projet aussi, ces jardins perchés. Faites-nous rêver.
Donc, j'excuse également notre maire Christophe Boucher, le maire de Tours. Effectivement, les jardins perchés, c'est plus qu'un rêve, c'est la réalisation d'une utopie. Tours, Jardin de la France, c'est la question qu'on s'est posée, comment réintroduire l'agriculture urbaine et comment redonner la place de cette agriculture en ville. Donc c'est la réalisation de 75 logements sociaux en cœur de ville avec 800 mètres carrés de serre sur les toits pour une vraie exploitation maraîchère et 1200 mètres carrés en pied d'immeuble, donc les jardins de l'immeuble, qui seront dédiés à un exploitant, donc avec une exploitation économiquement viable et un retour de l'agriculture en ville pour allier l'ensemble de nos territoires et la question également de la consommation locale de nos produits. Alors, en principe, je ne dois pas dire ce qui se passe dans les délibérations du jury, mais puisqu'il est là, il y a notre journaliste de la tribune, Guillaume Fischer, qui est notre journaliste à Tours. Il a vraiment fait le forcing, il a mis beaucoup de conviction. Voilà, bravo à Tours, bravo à Romans-sur-Seine. Bravo pour ce Grand Prix, Christian, avec vos 2 lauréats. Vous êtes chanceux, vous avez deux gagnants ce soir. Voilà, la ville de Romans-sur-Seine, la ville de Tours. Sandra. Oui. Nous allons attaquer les 2 derniers Grands Prix. Exactement ce que j'étais en train de me dire. On arrive déjà aux 2 derniers Grands Prix, et en l'occurrence, le Grand Prix de l'initiative Grand Paris. Alors, qui avez-vous choisi pour remettre ce prix? Alors, sur le Grand Paris, ça tombe bien, c'est un prix qui est très courtisé. On parle de plus en plus du Grand Paris. Ici même, au sein de la rédaction de la Tribune, beaucoup de journalistes traitent du Grand Paris au quotidien. Je salue notre journaliste César Armand. On a la chance d'avoir 2 parrains pour ce Grand Prix de l'initiative du Grand Paris. J'appelle Philippe Journeau, le fondateur et président de la compagnie Flansburg, et Olivier Pelat, le président d'Euro Équipement. Messieurs. Messieurs, voilà, j'ai dit, le Grand Paris a de la chance, il a quand même deux grands parrains. Peut-être, Philippe, un mot. Le Grand Paris, ça a souvent été une sorte de mirage, d'un vieux rêve. Et on va dire que maintenant, depuis quelques années, il y a une start-up qui est née, qui s'appelle la Métropole du Grand Paris, et qui a mis quand même beaucoup d'énergie avec, je pense, à Inventons la Métropole. On accueillera dans quelques instants Patrick Ollier. Le Grand Paris, ça y est, c'est fait. Ça se construit tous les jours. Effectivement, moi j'aurais été beaucoup plus radical que la plupart des élus qui sont ici, puisque j'aurais fait des choses très très radicales pour faire le Grand Paris. Et grâce effectivement à l'énergie qu'a mis Patrick Ollier, le Grand Paris existe alors que justement c'était pas gagné du tout. Et le premier acte de la métropole du Grand Paris, c'était de lancer ce grand concours Inventons la métropole du Grand Paris, dans la lignée de Réinventer Paris. Et ça a fait des choses fantastiques pour le dynamisme de la région parisienne, de la métropole bien sûr, et de l'économie parisienne, puisqu'aujourd'hui, on peut le dire, les BTP sont en surchauffe sur Paris. Ils sont en surchauffe, Bruno Cavagné nous l'a dit tout à l'heure dans le cadre de la Fédération nationale des travaux publics. Olivier Pelat, le Grand Paris. Alors vous avez beaucoup de beaux projets quand même dans le territoire. Je pense bien sûr sur le plan hôtellerie, sur le plan également tertiaire. Le Grand Paris, ça y est, on y est, c'est plus un vieux rêve. Alors, c'est pas un vieux rêve, mais il faut quand même faire attention, il ne faut pas s'emballer. C'est quand même quelque chose qui reste fragile. J'en profite que notre ami Patrick Ollier soit là pour le remercier d'avoir défendu les PME lors des attributions des différents prix du Grand Paris. On a eu la chance d'en gagner plutôt pas mal. Mais le Grand Paris, il ne faut pas s'emballer. Effectivement, comme disait Philippe, les entreprises de construction s'emballent, les coûts montent. Donc, faire attention que tout ça se fasse avec une certaine maîtrise, un certain calme. Et nous, les promoteurs, on essaye de donner un peu de calme à tout ça. Voilà. Philippe ? Et en fait, quand même, moi, je salue les élus, en fait, qui ont redécouvert ce qui est écrit sur la statue de Danton au métro Odéon. Il y a écrit noir sur blanc: pour combattre les ennemis de notre patrie, il faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Il y a un certain nombre d'élus dans la salle, évidemment Patrick Ollier, Christian Estrosi, Jean-Luc Moudin et d'autres, et la ville de Paris, bien sûr, qui ont montré qu'ils avaient de l'audace et tout ce qui peut faire rayonner notre pays,
Et nous avons aussi, nous, les promoteurs et les investisseurs, une grande responsabilité parce qu'on fabrique des paysages urbains et il faut qu'ils soient beaux. Parce que si on lègue à nos enfants et nos petits-enfants un pays moche, eh ben, on pourra ne pas être fiers de notre vie. Donc c'est très important et ce mouvement-là, c'est un mouvement auquel des gens comme toi, Olivier, et moi, on est heureux de participer. Olivier ? Alors, je voudrais quand même rajouter une chose qui est importante, c'est quand on pense aux promoteurs, on pense construction. Et moi, je voudrais dire une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, ce sont aussi les... Tout à l'heure, Stéphane Bern parlait du magnifique patrimoine culturel que nous avons en France. Et moi, j'ai eu la chance dans mon métier, justement, d'aller voir des villes et rencontrer un magnifique patrimoine culturel. Mais je dirais qu'il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, au-delà du Grand Paris, on a un autre patrimoine qui est extraordinaire en France. Ce sont les habitants de notre pays et ce sont les habitants des territoires sur lesquels on investit ou on construit, qui sont souvent, en ce qui nous concerne, des habitants en difficulté. Et on essaye, avec ce que nous pouvons faire, Europe Équipement ou la compagnie de Fasbourg, de donner un peu de soleil à ces habitants dans ces territoires qui ont parfois été un petit peu délaissés par le pouvoir central. Merci Olivier. Sandra, 2 entrepreneurs pour nous dévoiler on va dire, les lauréats. Les lauréats. Et c'est très beau tout ce que vous dites sur cette responsabilité. Comme aux Oscars. Tu aimes bien commencer, Philippe. Ah oui, c'est important. C'est la ville de Pierrefitte-sur-Seine pour l'initiative Campus Urban Valley. Je crois savoir que c'est le premier projet d'Inventons la métropole du Grand Paris qui va sortir de terre. Donc c'est très Bienvenue, important. madame. Sous vos applaudissements, bravo, madame. Urban Valley. Sonia Benasser, maire adjointe au développement économique de la ville de Pierrefitte-sur-Seine. Alors, on va demander, parce qu'on va demander à Olivier de dévoiler le 2e lauréat, mais il n'y a pas de hasard. Alors, le 2e lauréat, c'est la ville de Stein pour l'initiative Campus Urban Valley. J'appelle son maire Asdine Taibi. Bienvenue au maire de Stein. Pardon. Félicitations, je vous en prie. Monsieur le maire, vous avez 2 grands entrepreneurs qui vous récompensent d'être la meilleure initiative Smart City du Grand Paris. Un petit mot. Un petit mot déjà, je suis ravi et fier d'être ici ce soir, de recevoir ce prix, cette distinction, qui vient, de mon point de vue, à la fois récompenser une ambition partagée, un travail collectif, parce que ce travail, je ne l'ai pas mené tout seul avec le maire de Pierrefitte, Michel Fourcade. Nous l'avons mené d'abord avec la métropole du Grand Paris. Je voudrais vraiment saluer l'excellent travail que Patrick Ollier, cher Patrick, a mené, parce que nous avons été retenus dans le cadre d'Inventons la métropole. On va faire monter, tiens Patrick, c'était prévu après, mais on va vous faire monter maintenant. Et cette distinction a permis, en tous les cas, de donner un coup de booster dans un territoire, tout à l'heure Olivier précisait, un territoire qui a souvent été délaissé, abandonné, et ça a permis de donner un sacré coup de booster. Et ce travail collectif, c'est aussi le fruit du travail mené par plein de communes, par nos 2 villes, et puis par le promoteur Atlan, qui réalise un très très beau projet sur un périmètre de 3 hectares. Et tout à l'heure, vous avez en effet évoqué les maires bâtisseurs et puis les maires entrepreneurs. Je voudrais rajouter une notion importante qui m'est chère, et je pense qu'elle est chère aussi à tous les maires ici présents, c'est les maires solidaires. Parce que ce type de projet, un projet important, économique, un projet aussi résolument tourné vers la transition écologique, doit aussi être accompagné, doit se faire pour l'intérêt des habitants. Et je pense que c'est important. Et je sais que Patrick, en tant que président de la métropole, a très vite compris la nécessité de conjuguer le développement économique, l'attractivité, le rayonnement, mais aussi la place des habitants. Et je peux vous dire que je suis très fier de recevoir cette distinction. Et puis aussi très fier puisque la pose de la première pierre du projet Inventons la métropole, des 52 premiers lauréats, donc Stein en faisait partie, la pose de la première pierre a été effectuée à Stein. C'est bien ça, Patrick, il y a quelques mois. Donc voilà, c'est une récompense, mais c'est aussi un encouragement, et peut-être que c'est aussi un moyen pour que le gouvernement et puis l'État de manière générale réfléchissent très sérieusement à accompagner les territoires populaires. Et c'est le cas à Stein, c'est le cas à Pierrefitte, et c'est le cas d'une manière générale sur la Seine-Saint-Denis. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Merci encore, Patrick. Merci, monsieur le maire. Avant d'appeler Patrick Ollier sur la scène, parce que vous l'aurez compris, c'est quand même, on récompense ce soir aussi l'initiative Inventons la métropole. Bien sûr, Sonia Benasser, vous êtes la maire adjointe au développement économique de la ville de Pierrefitte. J'ai eu monsieur le maire tout à l'heure, ce matin, qui ne pouvait pas être nous ce soir. On est en pleine
presque campagne électorale, les réunions de quartier, c'est très important, mais il tenait en tous les cas à ce que vous soyez la voix de Pierrefitte ce soir. Tenté, effectivement, merci beaucoup. Donc j'excuse effectivement Michel Fourcade, qui est homme de terrain et qui est effectivement amené à des réunions très importantes ce soir. Alors je vais rebondir effectivement sur ce qui a été dit par monsieur le maire Azdine Taïbi. Clairement, aujourd'hui, vous avez évoqué tous les actions qui sont menées par le gouvernement, et je déplore que monsieur Lecornu soit parti, mais qui a évoqué la question de la solidarité entre effectivement les territoires, et je dirais même la question de la péréquation, qui est essentielle pour nos territoires ou nos quartiers prioritaires. Clairement, bon, on fait preuve d'innovation, Azdine l'a dit, je vais même permettre un pléonasme, d'innovation innovante. C'est notre enjeu quotidien. On a effectivement des zones aujourd'hui qui sont développées grâce aux engagements, aux actions qui sont menées par Patrick Ollier, donc je le remercie, sur cette dynamique qui est installée sur le territoire du Grand Paris. On a effectivement la zone d'Étardes qui depuis 20 ans était une friche, qui aujourd'hui connaît un développement très rapide, puisqu'on a effectivement des entreprises comme Engie, le centre de formation Total qui nous a fait confiance et qui s'est installé, qui va créer des emplois, entre autres, et qui va profiter aux Pierrefittois et aux Stanois. Bon, voilà, voilà, exactement. On a également effectivement un lycée qui va venir s'installer. On développe l'accession à la propriété, des logements sociaux, une piscine, et tout ça grâce effectivement aux actions menées dans le cadre de la métropole du Grand Paris, sans oublier Pleine Commune, bien sûr. Monsieur le maire m'avait prévenu que vous étiez dynamique et que vous étiez un peu l'avant-centre de Pierrefitte en matière de développement économique. Je pense que chaque maire ambitionnerait de vous avoir dans son équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Alors, on appelle Ollier. quand même, on va dire, le père qui mérite justement les 2 prix. Sans Inventons la métropole, on ne serait pas là. J'appelle Patrick Ollier sous vos applaudissements. Monsieur le président de la métropole, voilà, le Grand Paris, ça existe. Non, vous en dites trop là, merci beaucoup. Oui, rapidement sur la métropole. D'abord, je voudrais remercier les maires, parce que ce sont eux qui, cher Azdine et Michel et toi aussi Sonia, c'est vous qui avez pris l'initiative, qui avez eu l'idée. Et remercier les aménageurs. Alors vous n'êtes pas sur ce site, mais journaux et... Non, tous les deux, vous faites un travail remarquable et vous apportez des solutions tout à fait innovantes. Alors, rapidement sur la métropole, parce que j'entends beaucoup parler de toutes les organisations qui existent sur le territoire. La petite métropole du Grand Paris, c'est 7,5 millions d'habitants. C'est 131 villes. Et c'est une volonté acharnée depuis 3 ans que nous existons de conduire des actions dans le cadre de nos compétences, notamment de rééquilibrage territorial, notamment de solidarité, Azdine et Sonia. Parce que s'il n'y avait pas eu ce concours Inventons la métropole, je l'ai dit à l'instant, il y a un grand nombre de villes dans lesquelles vous ne seriez jamais allé investir. Oui ou non? Ben oui, mais dites-le. Olivier, c'est pas vrai? Des villes que les grands architectes ne seraient jamais allés voir. Jamais allés voir. Et grâce au fait que la métropole ait pris cette initiative, je le dis rapidement, ça fait 3 ans qu'on existe, on a lancé ce concours il y a 2 ans, il y a 77 villes sur les 131 qui ont un site, on va voir émerger un projet d'urbanisme et d'architecture, c'est le plus grand concours d'urbanisme et d'architecture, Jean-Christophe, d'Europe. Personne n'en parle, sauf la tribune. D'Europe. C'est près de 3 millions de mètres carrés à construire. Le permis de construire commence à être signé. Le vote Sévonne a posé la première pierre le 11 mars dernier. Une pierre en bois au passage. C'est une construction en bois. C'est 11 milliards d'euros d'investissement privé. Nous, on n'a pas mis un sou. Alors quand tout à l'heure vous parliez, Alexandra, de problèmes de pause, nous c'est plutôt au contraire. Et personne n'en parle non plus. 11 milliards. C'est près de 3 millions de mètres carrés à construire, 18 000 logements, et en plus 4 000 logements sociaux, etc., etc., etc. Et ça s'est fait grâce à vous, et je vous en remercie infiniment. Nous, on n'a fait qu'organiser le concours, c'est tout. Et très sincèrement, ça va modifier la structure de la métropole du Grand Paris, parce que ces projets vont émerger. Il y a même une tour qui fait près de 200 mètres de haut dans certains projets. C'est assez extraordinaire. Voilà. Donc, à Stein et à Pierrefitte, c'est un projet qui est métropolitain. Je termine là-dessus. Pourquoi? Parce que grâce à vous, le Crigène d'Engie, qui est à la Plaine Saunier, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Plaine Saunier, c'est le lieu où il va y avoir les Jeux Olympiques et où la métropole du Grand Paris va construire le centre aquatique olympique. 15 000 places, c'est pas rien.
Et on construit juste ce centre là où il y a le Krijen d'Engie. Il fallait qu'il parte. Et le Krijen d'Engie part chez vous. Donc merci. Grâce à vous, on peut construire la piscine olympique pour les Jeux olympiques. Vous voyez que tout le monde est heureux. On rend service à nos villes, on rend service à l'initiative de ces maires dynamiques, les aménageurs qui, bien sûr, sont là aussi avec les architectes, puis on rend service aussi aux Jeux olympiques. C'est merveilleux. Et merci Jean-Christophe d'avoir organisé ce formidable forum. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Félicitations à vous tous. J'en profite pour vous dire, puisqu'on a connu la date ce matin, le prochain sommet du Grand Paris se tiendra le mardi 26 mai. Voilà, vous pouvez retenir à vos agendas. Voilà, c'est calé avec vos équipes, c'est calé. Il y aura certainement des nouveaux visages, des nouveaux maires. Il se tiendra au studio Gabriel, pavillon Gabriel. Voilà, merci aux lauréats. Merci en tous les cas à Olivier Pellat, merci à Philippe Journeau d'avoir été les entrepreneurs qui ont récompensé nos maires de ce soir. Merci à vous. La petite photo. Bravo à vous tous. Sous vos Vous pouvez les applaudissements, applaudir merci. en effet. Je vous en prie, avancez donc pour la photo. Allez-y. Et il est temps pour nous, Jean-Christophe, de remettre donc le dernier prix de ce palmarès 2019. Oui, le dernier et le Grand Prix. C'est le Grand Prix des Grands Prix. Il y a eu beaucoup de discussions, ce n'était pas prévu, mais je vais appeler quand même le professeur Carlos Moreno parce que je trouvais quand même qu'il fallait lui rendre hommage de tout le travail qui est fait par la cher Carlos. Carlos Moreno, je vous en prie. Voilà, je le dis, c'est vraiment un travail à la fois avec nos journalistes sur le terrain, mais c'est important aussi d'avoir une vision, une dimension académique de la Sorbonne. Peut-être 2 mots sur la chaire. Alors l'enveloppe, ça, elle n'est pas pour toi. Ouais, c'est ça, j'ai essayé de lui prendre, mais... Alors, peut-être 2 mots quand même sur la chaire de la Sorbonne, professeur. Eh bien, la chaire, c'est une initiative très originale pour des académiques que nous sommes, puisqu'en même temps, on a voulu être praticiens. Et c'est une chaire qui est à la Sorbonne, donc Université Paris 1, donc une grande université française de renommée mondiale. Mais nous avons voulu aussi qu'elle soit présente dans les territoires. Donc la métropole de Dijon, la métropole de Nantes, la région d'Hauts-de-France, la région de Grand Est sont partie prenante de la chaire au niveau territorial. On a des hubs dans chacun de ces territoires. Et au niveau international, on a maillé à peu près la planète sur les 5 continents avec donc des groupes de recherche qui sont un peu partout dans le monde, qui contribuent à notre travail donc de diffusion. On mène un grand travail de recherche aujourd'hui sur la meilleure mobilité, c'est l'immobilité. Quitter la mobilité subie pour aller vers la mobilité choisie. La redécouverte des territoires par la proximité, ce qu'on appelle l'hyperproximité. La ville des quarts d'heure en zone compacte et les territoires de la demi-heure dans les zones moins compactes et moins denses. Et on a des expérimentations en cours qui confortent tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Voilà, la meilleure mobilité, c'est quand on ne doit pas bouger et on ne bouge que parce qu'on le veut. C'est une bonne formule, professeur. Alors, on va appeler notre parrain pour ce Grand Prix. J'appelle justement Claire Falzone à l'art du groupe Veolia. Bonsoir. Merci. Alors, je vous en prie, un petit mot, peut-être. Alors, Oui, Veolia, absolument. vous avez de nombreux défis, de nombreuses transitions. Vous allez devoir accompagner toutes ces collectivités locales pour la prochaine décennie. Comment, je dirais, faire perdurer votre rôle d'acteur global de la Smart City pour encore plus aider les élus qui sont présents ici dans la salle? Absolument, si on considère que Veolia est finalement une start-up qui a 160 ans et qui a dû se réinventer en permanence pour imaginer accompagner les villes toujours plus loin dans ces défis, on constate qu'effectivement, nous, nos clients, on a aujourd'hui des défis très importants. Beaucoup ont été mentionnés aujourd'hui. C'est la transition énergétique, c'est le réchauffement climatique et puis c'est la révolution digitale. Donc autant de chocs, pour ne pas dire de claques, que l'on se prend en permanence et auxquels vraiment il faut qu'on soit capable d'apporter des solutions qui nécessitent aujourd'hui une expertise nouvelle. C'est la cybersécurité, c'est l'intelligence artificielle, qui surtout révèle un changement profond de l'attente des citoyens, des habitants des villes, qui sont confrontés au quotidien à de nouveaux services, notamment privés, qui vont vers l'hyper-personnification, vers la gratuité et qui nous renvoient un visage complètement nouveau et des attentes nouvelles. Donc c'est des défis,
mais c'est surtout des opportunités, en tous les cas, de renouveler ce lien entre les habitants, entre les villes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé un incubateur de services nouveaux pour essayer d'imaginer ces services. Je pense par exemple à des tableaux de bord qu'on essaye d'identifier pour comparer les grands indicateurs de la ville avec de l'écoute des réseaux sociaux pour essayer de lutter contre les fake news, par exemple, qui touchent aussi évidemment les collectivités. C'est une plateforme IoT pour réduire l'empreinte environnementale des villes. Voilà, comment utiliser la technologie au service évidemment d'un meilleur vivre ensemble. Des défis parfaitement enthousiasmants en fait. Parce que vous parlez de claques, mais en réalité c'est des défis merveilleux. Ah mais je prends toujours la version positive de tout ce qui m'arrive et dans la claque je vois moi en tous les cas une opportunité et une chance. Mais il faut savoir en tous les cas rester humble et co-construire avec les villes parce que au quotidien ce sont elles qui rencontrent ces défis. C'est vrai. Merci Claire. Alors avant de dévoiler le lauréat, parce que ça c'est votre job pour ce soir également, de nous dévoiler quel est le grand vainqueur. Pour faire durer un peu le suspense, professeur, il y avait quand même beaucoup de dossiers, beaucoup de métropoles qui disputaient d'être la meilleure ville. Alors c'est peut-être dur pour les autres de dire que c'est peut-être le maire qui a le mieux travaillé cette année, je sais pas, on n'est pas à l'école, mais en tous les cas, les dossiers étaient nombreux. Tout le monde avait bien envie d'être la ville choisie dans cette année 2019. On va dire, voilà, il y a des élections l'année prochaine. Mais tu n'as pas le droit de dire le nom de la ville, hein, ça c'est clair. Mais il y a en tout cas une ville qui a plutôt retenu, en tous les cas, les chercheurs au niveau de la Sorbonne, peut-être pour un des éléments qui était bien sûr, on a plutôt choisi un dossier qui est lié au sujet de la mobilité. Nous cherchons avant tout, parmi tous ces dossiers-là, à primer là où on s'est rapproché le plus de ces notions d'hyperproximité, des décloisements, d'amener donc de moyens de mobilité qui soient également durables, qui soient compatibles avec les objectifs des ODD, donc écologiques et inclusifs, et donc briser les fractures dans les territoires. Je pense que c'est important aujourd'hui. Donc c'est un maire qui a brisé les fractures. Alors Claire. Effectivement, une Smart City, ça n'est pas un projet, c'est une vision, une ambition. Et à ce titre, je suis ravie d'appeler sur scène Monsieur Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Christian Estrosi. Bien évidemment, je ne vais pas bouder mon plaisir de recevoir ce prix prestigieux de la tribune. Que vous dire? L'essentiel, je voudrais qu'on le comprenne aujourd'hui dans notre société, c'est pas de se dire on va bâtir des murs, des écoles, des transports, des stades de foot, des enceintes culturelles. C'est de se dire comment agir pour que des femmes, des hommes et des enfants aient le sentiment qu'on est attentif à eux au quotidien, alors qu'on sait qu'il y a tant de souffrances. Et ce qu'il y a de plus formidable dans le boulot de l'action publique, où le rôle le moins politicien qui soit, c'est celui du maire, et nous partageons cette conviction avec mon ami Patrick, c'est justement qu'on dépasse tous les clivages, on dépasse tous les aspects partisans, pour essayer de se dire comment je peux un peu améliorer, pas beaucoup, mais un peu, et un peu c'est déjà beaucoup, dans cette période où il y a tant d'égoïsme, d'individualisme, de chacun pour soi. On a tous eu notre part de vie où nous étions plongés dans l'action politicienne, dans des appareils politiques. Mais au fond, aujourd'hui, on a dépassé tout ça. Je regardais ce film de la ville de Dijon, chez mon ami François Rebsamen tout à l'heure, monsieur l'adjoint, où je n'ai pas besoin de dire qu'au fond, on partage tellement de choses et on fait à peu près les mêmes choses, si ce n'est quasiment les mêmes choses. Avec Jean-Luc à Toulouse, pareil. Donc, si j'ai bien compris, d'abord l'expression du professeur, puis la vôtre, madame, si la ville de Nice et la métropole de Nice-Côte d'Azur reçoit ce prix cette année, c'est parce que j'ai livré, après 12 ans de boulot, 2 mandats de maire, de président d'une métropole que j'ai fondée avec 48 autres maires, et je vais en dire un tout petit mot parce que c'est important pour aussi tordre le cou à certains regards et à ceux qui veulent
créer cette fracture entre le monde rural et le monde urbain, où pour aboutir à livrer 19 km de lignes de tramway, dont la plus significative part du deuxième aéroport international de France pour aller jusque sur le port de Nice, sur le quai Napoléon Ier, Monsieur le Président des villes impériales, mon cher Patrick Ollier, eh bien, il a fallu tout penser, parce que le tramway, ça fonctionne avec de l'énergie, et l'énergie, on a voulu qu'elle soit propre. Et donc, si c'est pour faire tourner un tramway avec, je dirais, des centrales atomiques, c'est pas ce qu'il y a de plus sale, et je suis plutôt pour l'énergie nucléaire, c'est bien, avec des énergies qui viennent des énergies fossiles, c'est mal, mais nous, on s'est dit, on veut être complètement vertueux. On veut que ce qui fera tourner le tramway de Nice sur cette nouvelle ligne qui croise la ligne 1, ce soit avec de l'énergie que nous produisons nous-mêmes. Et donc, je salue tous les énergéticiens qui sont ici, qui sont nos partenaires, dont vous êtes, madame, avec EDF, Veolia, Suez et tant d'autres encore, et avec tous les acteurs du numérique, puisque nous avons fondé notre Smart City à partir de notre éco-vallée, de notre technopôle, où se sont installés tous les grands laboratoires, Cisco, le Centre à l'énergie atomique, Veolia, EDF, Schneider Electric, Bosch et bien d'autres encore. Une université du numérique dont nous ouvrirons les portes au mois de décembre prochain. Et on a choisi avec 48 autres maires. Et c'est là que je dis, je vous pose même une question, puisque tout à l'heure, je vous ai pris en défaut, Jean-Christophe, vous disiez cet écart entre les métropoles et les communes rurales. À quel endroit sont les communes rurales de France qui vivent les plus heureuses? En région sud, près de Nice, dans la métropole. Dans la métropole. Donc pour qu'une commune rurale soit heureuse, mon cher Jean-Luc, nous le savons, il faut qu'elle vive en métropole. Et une métropole, ça n'est pas le monde urbain. Une métropole, c'est un territoire, et il se trouve que notre territoire, c'est un territoire volontairement choisi, avec des maires de 70-80 habitants, perdus à 3000 mètres d'altitude au cœur du parc national du Mercantour. Et on a choisi ce périmètre, pourquoi? Parce que ce sont les bassins versants qui se déversent dans la Méditerranée. On a choisi la neige qui fond dans les lacs, qui coule dans les torrents, qui coule dans les rivières, qui coule dans nos fleuves, qui est récupérée dans nos nappes phréatiques, qui se déverse dans la Méditerranée. Et avec ça, qu'est-ce que nous faisons? On gère le cycle de l'eau, on produit les énergies renouvelables, avec l'hydroélectrique, avec le solaire, avec la filière bois, avec le compostage, avec la valorisation des déchets, avec la géothermie, avec la houle marine et avec les microalgues et les laboratoires issus des start-up ou des pôles industriels qui se sont installés chez nous. Et avec ça, eh bien, nous fournissons l'énergie pour les moyens de transport et de déplacement que nous mettons en œuvre, c'est-à-dire une économie circulaire et, je dirais tout simplement, l'équilibre absolu pour apporter les services à nos populations pour qu'elles vivent propres et qu'elles vivent heureuses. Alors après tout ce qui découle des services, de la mobilité, et de la mobilité pas chère, pas chère. Les transports sur l'ensemble de la métropole, c'est aujourd'hui 1 €, quelle que soit la destination. Que vous alliez du boulevard Gambetta à l'avenue Jean-Médecin à Nice, ou que vous alliez de Nice à Oron ou à Isola 2000 pour faire du ski, c'est 1 €. Christian, je crois qu'il y a un petit film, justement. Je vous interromps quelques instants. Si on pouvait justement envoyer de belles images sur la ville et la métropole de Nice.
Voilà, sous vos applaudissements, Bravo. on a envie de vous dire, monsieur le maire, si les Niçois vous réélisent, on a envie d'être sur la ligne de départ du Tour de France. Le Tour de France va se lancer à Nice en 2020. Bon, d'abord, je ne sais pas si je serai candidat. Je me donne Ça, c'est un scoop pour la tribune. Je me donne encore un peu de temps pour y réfléchir. Nous aurons le grand départ du Tour de France après Bruxelles et avant Copenhague, c'est-à-dire en 3 ans, le seul départ de France, c'est à Nice. Et c'est à Nice l'année du 160e anniversaire de l'entrée de Nice dans la France. Donc ça a beaucoup de sens. Et ce sera sur 3 jours avec de belles étapes de montagne, de belles étapes de sprinters. Voilà, juste un dernier mot pour vous dire que Stéphane Bern était là. Et Nice, c'est un patrimoine baroque extraordinaire puisque c'est la seule ville baroque de Nice pour les raisons de son rattachement depuis le Piémont à la France. Et vous avez vu ce tramway qui est pour partie en surface et pour partie en souterrain. En souterrain, pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu toucher au patrimoine sous la vieille ville notamment et arriver sur le port de Nice. Donc voilà, je crois que nous aurons réussi à concilier tous les aspects d'une ville apaisée et d'un territoire où on relie les habitants de la ruralité et du littoral entre eux. Nous avons eu 3 journées assez difficiles avec une alerte rouge sur le week-end dernier. Et voyez, grâce à tout ça, où les transports ne se sont pas arrêtés une seule fois, ils sont arrivés à l'heure à chaque fois. Si malheureusement dans le Var on a déploré des victimes, nous avons notre propre système d'alerte et notamment avec les applications que nous avons, près de 70% de la population a été prévenue de devoir rester confinée chez elle et de ne pas circuler. Ça nous aura sans doute été très, très utile, de même que nous n'aurons eu aucune inondation, parce que c'est aussi avec la Smart City et avec les Smart Green notamment que nous avons déposé et développé avec nos industriels que nous aurons fait des systèmes d'évacuation dans nos cours d'eau qui autrefois inondaient la plaine et désormais s'écoulent normalement en direction de la mer. Donc voilà, merci en tout cas. Juste, Jean-Christophe, merci parce que pour nous les maires qui sommes confrontés à une presse généraliste et politique, peu importe, c'est l'occasion pour moi de me fâcher un peu plus avec certains d'entre eux, qui nous regardent les maires toujours par le petit bout de la lorgnette et nous traitent toujours de manière très politicienne. Alors, par qui vous serez soutenu, avec qui vous tentez des alliances, etc., etc. On n'est rien de tout ça. Et heureusement que nous avons un journal comme le vôtre. Je le dis parce qu'on a en face de nous des gens qui sont capables de mettre en valeur ce que les territoires de France sont capables de réaliser de meilleur pour les Français, mais aussi pour la croissance, pour la production, pour notre PIB. Les collectivités locales en France, c'est 70% de part de croissance et de commandes publiques pour notre pays. Eh bien, j'aimerais tellement qu'il y ait plus de journaux au-delà du vôtre qui soient capables d'avoir ce regard et d'accompagner nos actions. Vous êtes là pour nous encourager, ça nous donne envie de nourrir de nouvelles espérances et de relever encore beaucoup de défis. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci à vous. On va vous laisser prendre la photo avec Claire. Et puis en attendant, je vais demander à tous les lauréats, Sandra, à bien vouloir tous les partenaires pour une photo vous réunir finale ensemble. des lauréats, Jean-Luc Boudinck, Alexandra, S'il vous plaît. Christian, tous les lauréats, toutes les maires qui ont été récompensés ce soir. Si vous êtes fiers de votre trophée, vous venez avec votre trophée. Voilà, Laurent Hénard, Voilà. maire de Nancy. Venez, je vous en prie. Et c'est sur cette photo finale que je vous dis bravo à vous, Jean-Christophe Tortora, bravo à la tribune, bravo à France Urbaine. Et je vous souhaite une bien belle journée demain pour poursuivre ce Paris City Life. Merci voilà. Sandra d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve demain matin ici. On va continuer à travailler à 9h du matin. Et oui, mesdames et messieurs, ça redémarre le forum de matin, toujours sur ce thème des mobilités. Bravo aux maires audacieux. Nous serons toujours là, en proximité, avec toute notre rédaction dans les territoires. Sous vos applaudissements, excellente soirée. Merci à vous tous. Bravo.